Bonjour et bienvenue en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je m'appelle Cécilie et je suis ravie de vous emmener à la rencontre des acteurs des territoires et à la découverte sur le terrain des projets soutenus et rendus possibles par l'action de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Le développement économique des territoires passe par un dynamisme permanent des acteurs de la formation, de l'emploi et des entreprises, que ce soit pour accompagner les populations des quartiers populaires éloignés de l'emploi ou pour encourager les projets innovants favorisant les métiers d'avenir dans le secteur de l'industrie ou pour faire valoir les savoir-faire locaux. Territoire d'industrie, pacte, cité de l'emploi, nouveaux lieux, nouveaux liens, nombreux sont les programmes et les initiatives mis en place pour accompagner le développement économique des habitants et des entreprises de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ce magazine, nous irons dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var pour y apprécier les actions et les politiques locales au plus près des problématiques de territoire. En fin d'émission, nous irons rencontrer Thierry Carlin, le président-directeur général de MarineTech. Il nous parlera du soutien reçu dans le développement d'Elio, un projet de production d'eau douce à partir d'eau de mer, utilisant 100% d'énergie renouvelable. Mais c'est dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence que nous entamons nos rencontres. De nombreuses actions de l'ANCT s'y conjuguent au service du développement économique. Acteurs des territoires, c'est parti! À Marseille, dans le quartier de la Cabucelle, un atelier de rencontre entre des femmes éloignées de l'emploi est organisé par la fondation Agir contre l'exclusion. Objectif, des premiers échanges et une reprise de confiance. Ça, c'est notre mission à nous, d'amener des outils pour réaliser votre projet. Ici, en PACA, près de 60% des femmes de 15 à 64 ans n'ont pas d'emploi. Est-ce que vous avez des rêves déjà? Des rêves ou bien des objectifs à long et à court terme. Ouais. À court terme, c'est maintenant, c'est trouver un emploi, par exemple, le plus tôt possible. Mais après, il y a des rêves ou bien des objectifs pour valider mes études. J'ai jamais oublié mes études quand même. J'ai fait un diplôme de pharmacie en Algérie. Malheureusement, il n'est pas reconnu en France. J'ai essayé de faire un master, de faire l'équivalence, de passer des concours, des examens et tout. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour le moment, mais peut-être ça marchera plus tard. À chaque fois, je trouve des annonces sur Internet, je postule et tout, mais à chaque fois, c'est la même réponse, c'est le problème d'équivalent. Je cherche d'autres opportunités dans la vie et je compte sur les pionnières pour pour former un réseau et pour trouver en fait un job, c'est ça l'objectif. Si je trouve un groupe formidable, cet échange des objectifs de métiers et tout, et la découverte d'autres métiers, d'autres domaines aussi, c'est important pour moi. Ça reste toujours dans le dynamique de chercher un travail, ça encourage. Soit ce sont des femmes qui n'ont pas ou peu travaillé, donc qui n'ont pas suivi tout un parcours scolaire ici. Ce sont aussi des femmes qui sont plutôt en fin de carrière et qui, suite à un arrêt, un licenciement, des problématiques de santé aussi, elles n'ont pas forcément pu continuer sur ce métier et donc elles recherchent aussi à se reconvertir sur un autre métier. Fin 2020, les 13e et 15e arrondissements de la capitale phocéenne ont été labellisés Cité de l'emploi pour accompagner des publics fragiles au retour à l'emploi et à la formation. On essaie d'être assez innovant avec des ateliers sur la mixité des métiers pour leur ouvrir des possibilités sur des secteurs d'activité, sur des métiers qu'elles ne connaissent pas forcément. On va se déplacer en entreprise, elles vont rencontrer des femmes qui travaillent, elles vont être mentorées par des femmes aussi qui peuvent être chefs d'entreprise ou cadres. Beaucoup d'activités qui sont prévues pour être dans cette dynamique d'emploi. Le rôle d'une cité de l'emploi est d'assurer un suivi actif et individualisé de personnes vivant en quartier prioritaire politique de la ville qui sont très éloignées de l'emploi. Cette démarche favorise une collaboration renforcée des acteurs de l'emploi, institutions, collectivités, associations, avec pour pilote local la préfecture. Nous sommes donc à Marseille, au cœur de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui regroupe près d'1 900 000 habitants. Selon l'INSEE, plus de 220 000 personnes vivaient en 2014 dans un des 30 quartiers prioritaires politiques de la ville de Marseille.
Une population pour la majorité peu diplômée et qui fait face à des freins pour avoir un accès adapté et égalitaire à une formation ou à un emploi. Comment réussir à garantir les mêmes opportunités d'insertion professionnelle à toutes et tous? On va en parler tout de suite avec Laurent Lardy, adjoint au maire de Marseille, en charge notamment du dynamisme économique et de l'emploi. Nous soutenons des outils importants de l'accès à l'emploi, en particulier la mission locale avec plus de 25 000 jeunes accueillis en 2022. Et puis on a une cité de l'emploi qui gère plus de 140 événements par an. Puis on a un dernier outil qui fonctionne bien aussi, qui s'appelle Initiative Marseille Métropole, qui va juger des petits projets entrepreneuriaux et qui va éventuellement leur délivrer une prime. La qualité des gens qui jugent est telle que les banques ensuite considèrent qu'il y a une sorte de signature IMM et qui vont donc pouvoir faire des prêts plus importants à ces entrepreneurs pour développer leur activité. Et comment l'ANCT accompagne-t-elle la ville de Marseille dans sa politique de l'emploi ? En nous fournissant beaucoup d'éléments extrêmement importants pour nous aujourd'hui, en particulier au travers des 2 cités de l'emploi qui existent dans les quartiers nord de Marseille. L'ANCT nous aide à faire ce que nous faisons sur d'autres plans d'ailleurs à l'intérieur de la ville aujourd'hui, l'identification des acteurs, très important, la mise en cohérence des acteurs, le dialogue entre les acteurs de l'accès à l'emploi. Et c'est toute cette connaissance du tissu qui permet ensuite d'adresser ces jeunes précisément en contact avec des acteurs du service public de l'emploi ou des associations qui ont des savoir-faire vraiment très précis et qui vont arriver à débloquer des situations. Alors l'ANCT, c'est aussi les fonds européens. Quels sont les soutiens qu'ils vous accordent? Je peux vous citer à la fois des acteurs de la ville, comme l'Institut Paoli Calmette qui, au titre de la recherche sur le cancer, a obtenu des fonds européens, et plus spécifiquement la ville. Alors on a sur la gestion de la relation avec les citoyens des outils qu'on met en place actuellement, qui sont des outils électroniques, des outils de communication, et là-dessus on a des aides européennes qu'on est allé chercher. De manière générale, la ville de Marseille de toute façon est très intéressée à travailler au contact des institutions européennes avec le soutien de l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour s'engager fortement en faveur du projet européen, parce que je pense que c'est donnant-donnant. On reste à Marseille pour parler d'un autre dispositif de l'ANCT, Pacte. Ce pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises, initié en 2018, permet aux entreprises d'apporter leur contribution au développement économique et social des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans les quartiers nord, la Savonnerie du Midi produit du savon de Marseille depuis 1894. Elle est l'une des entreprises pionnières engagées dans le programme Pacte. Elle embauche des jeunes du quartier comme apprentis maîtres savonniers. Donc celui-ci, tu l'as terminé, c'est bien ça? J'ai terminé aujourd'hui. Celui-ci sera pour jeudi, donc. Il peut se le sécher. Ok. Je suis un jeune Marseillais, issu des quartiers nord. Je suis tombé ici par hasard, donc je n'étais pas destiné à devenir maître savonnier. Ouais. Donc avant, j'étais dans les études de commerce. Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Là, ça fait 1 an et demi que je suis apprenti maître savonnier. D'accord. Voilà, on passe de devenir maître savonnier. Et donc j'ai été formé par Franck, mon mentor. Et puis il m'a appris, il m'a transmis son savoir-faire. C'est beaucoup plus intéressant pour moi, plus valorisant. Ouais. Et j'ai plus de responsabilités. C'est une fierté de faire un savon qui va à l'international et de contribuer à ce savoir-faire et à ce patrimoine-là. Nous nous sommes rapprochés de la savonnerie de manière à ce que nous apportions les candidats et que la savonnerie puisse recruter, former. Nous avons des partenaires qui sont les missions locales, et on organise des visites d'entreprise. D'accord. On organise des job dating. Après, une fois qu'ils sont au sein de l'entreprise, évidemment pour l'entreprise qui s'engage dans le recrutement, c'est pour créer des emplois, donc pour les embaucher, pour les garder derrière. D'accord. La création d'emplois d'avenir sur le territoire est aussi l'une des clés de réussite et de réponse au chômage. À 2 pas à l'ouest de Marseille se trouve le parc des Aiguilles, à Ansuès-la-Redonne. Grâce au fonds Friche porté par l'ADEME, la métropole Aix-Marseille-Provence, en lien avec la municipalité, développe une zone logistique durable sur cette friche polluée par des années d'activité industrielle. Le groupe Barjane est l'aménageur de ce site de 62 hectares. Le site des Aiguilles a accueilli par le passé des activités industrielles impactantes, à une époque où l'environnement n'était pas au cœur des exploitations. Il y a eu un certain nombre de pollutions qui se sont accumulées avec le temps. Pour dépolluer le site, nous avons dû nous attaquer à 3 types de pollutions.
des déchets de surface, il y avait 15 000 m3 de déchets de surface, des déchets enfouis qui n'apparaissaient pas à l'œil nu, mais il y avait 65 000 m3 de déchets enfouis, et des pollutions concentrées qui ont été traitées directement sur site. Fini, le parc des Aiguilles, c'est un parc d'activités certifié ISO 14001 sur un périmètre complet. L'ensemble des bâtiments sont également certifiés HQE ou BREEAM, l'équivalent anglo-saxon. En toiture des bâtiments, nous installons des centrales photovoltaïques pour une puissance cumulée de 10 MW crête qui vont produire l'équivalent de la consommation du village d'Ansuès-la-Rodonne, sur laquelle nous nous implantons. Actuellement, nous finissons les chantiers des 2 premières plateformes logistiques, l'une pour Action et l'autre pour Decathlon. Et à terme, le parc des Aiguilles, c'est 1000 emplois pour le territoire. Comme le fonds Friche et le dispositif Pacte, plusieurs leviers imaginés par la NCT accompagnent le développement économique de la région PACA. La métropole Aix-Marseille-Provence fait partie des 14 territoires de quartiers productifs. Soutien de l'entrepreneuriat, développement du commerce et de l'artisanat de proximité, implantation d'activités productives et de services, cette expérimentation consiste à accompagner les collectivités dans leur stratégie de développement économique des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Avec un impératif majeur, accélérer la transition numérique et environnementale des entreprises. Dans le centre-ville d'Aubagne, la municipalité soutient et encourage le commerce de proximité. Cette politique de redynamisation commerciale porte ses fruits avec 32 nouveaux commerces installés depuis 2015. Le programme Petite Ville de demain a également investi la région PACA pour plusieurs actions clés. À Castellane, dans les Alpes de Haute-Provence, une action de recyclage de friches est menée avec la réhabilitation de l'ancienne sous-préfecture. 10 opérations de rénovation de logements y sont également menées. Le programme Territoire d'industrie a quant à lui annoncé son ambition de reconquête industrielle par les territoires. Par exemple, à Grasse, où l'entreprise Tournaire de Grasse, spécialisée dans l'emballage et le conditionnement qualitatif, a développé le WinatLab. Cette plateforme collaborative de services aux industriels du secteur du naturel, parfums, arômes, cosmétiques, accompagne la performance de déploiement de leur innovation vers des solutions industrielles fiables et performantes. Restons dans ces bonnes odeurs de Provence, direction le Pays de Grasse pour s'immerger dans un projet qui souhaite réhabiliter les savoir-faire liés au métier du parfum. Nous voici arrivés juste en dessous de Grasse, à Mouans-Sartoux. Ici, l'association Les Fleurs d'Exception du Pays de Grasse porte un projet unique, l'aromatique Fab Lab, pour la réhabilitation de savoir-faire liés au parfum, pour la préservation du foncier agricole et pour la formation et la transmission de savoirs rares à l'échelle mondiale. Suivez-moi et allons voir ce qui s'y passe. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire, si je puis me permettre? Donc, nous sommes en train de préparer des boutures de jasmin grandiflorum avec des tiges que nous avons été prélevées au champ tout à l'heure. D'accord. Et nous préparons les petites boutures qui pousseront ensuite quelques mois sous notre serre pour être ensuite plantées en champ. Ok. Est-ce que je peux vous prêter main forte? Avec plaisir. Vous allez couper toujours au-dessus de 2 petites feuilles, ça sera le haut de votre gabarit, et couper normalement aussi en dessous. Sans couper les feuilles, hein, j'imagine. Exactement, pour l'instant, mais vous allez voir après, on va s'en occuper. Et en dessous? Oui. Et si vous voulez, on peut mettre quelques petites tiges en terre. Il suffit de les plonger dans la terre. Et ensuite, on va les entreposer sous notre serre. Ah oui, on n'a plus du tout la même taille, effectivement. Voici ce qui a été déjà préparé il y a quelques semaines. Ouais. On les a mis en pouponnière où ils vont grandir doucement jusqu'au mois de mai-juin. Et là, ils pourront être plantés en plein champ. Durant l'été, ils pourront déjà commencer à produire quelques fleurs de jasmin, mais leur vraie production, ça sera dans quelques années. Il faut quand même leur laisser un petit peu de temps pour grandir. Grasse était une région productrice de fleurs. Oui. Elle a connu ses heures de gloire jusque dans les années 50 et puis les productions locales ont quasiment disparu jusqu'en 2009 au moment où l'association s'organise pour trouver des solutions pour promouvoir ces productions. Un des outils pour cela, ce sera la création de ce lieu, l'Aromatique Fab Lab, qui va répondre à plusieurs enjeux de l'association. Le premier enjeu, ça va être de multiplier nos propres plants, parce que pour pouvoir avoir de la fleur, il faut d'abord avoir des plants. Bien sûr. Ça veut dire se réapproprier des savoir-faire qui avaient disparu, qu'on ne connaissait pas non plus et qu'il a fallu aller chercher. Le deuxième axe important ici, c'est la transmission des savoir-faire.
Pour devenir producteur de fleurs, eh bien, il faut apprendre toutes les techniques liées à la culture des fleurs. C'est aussi un lieu de recherche et développement. On essaye d'ouvrir ce lieu le plus possible à tous les acteurs de la filière pour que tout le monde y trouve son compte et pour qu'on puisse nourrir cette dynamique grassoise. C'est une parcelle qui a été plantée en 3 fois. Vous voyez dans le fond les grands plants qui ont été plantés en 2020. Ensuite, nous avons quelques rangées qui ont été plantées en 2021. Et ici, nous avons 4 rangées qui sont plus petites. Ces plants ont été mis dans le champ courant mai, début juin. Et vous n'êtes que 2? Non. Nous sommes 2. Et nous avons tout au long de l'année des stagiaires qui viennent de différentes écoles. En période de pointe, désherbage ou cueillette, nous faisons appel à des travailleurs saisonniers qui ont pu suivre une formation ici en local qui vise à permettre l'emploi de ces travailleurs saisonniers sur toute l'année. L'aromatique Fab Lab a été labellisée manufacture de proximité en 2021 par l'ANCT dans le cadre du programme Nouveaux lieux, nouveaux liens. En conséquence, l'obtention d'un financement de plus de 300 000 € qui permettra notamment l'achat d'outils de séchage et de distillation qui seront partagés entre les différents membres de l'association. Des experts de l'ANCT sont également venus accompagner la structure pour mieux définir son projet et ses besoins. Le Fab Lab, eh bien, il s'inscrit vraiment au cœur de ce territoire et il réunit les producteurs de ce territoire. On a une activité qui représente finalement très peu parce que nous sommes peu de producteurs, mais ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que derrière il y a toute la filière parfum locale et puis en bout de course il y a tout le tourisme que draine cette région et qui est évidemment très féru de fleurs et de cultures traditionnelles locales. Transformer l'eau de mer en eau potable, c'est le but d'Elio, mis au point par l'entreprise Marintech, située à Sifour-les-Plages dans le Var. Des fonds européens sont venus accompagner et soutenir ce projet complètement autonome en énergie qui peut transformer n'importe quelle source d'eau en eau potable via l'énergie solaire. Allons en parler tout de suite avec Thierry Carlin, le PDG de Marintech. Bonjour. Enchantée, Cécilie. Vous venez voir Elio? Oui, j'ai hâte. Transformer n'importe quelle source d'eau en eau potable, comment ça marche? Quel est le secret? Alors en fait, ce n'est pas vraiment un secret puisqu'on s'est inspiré de la nature. Elio, c'est un système qui est basé sur un principe très simple. Le cycle de l'eau, on le connaît tous, on l'a appris à l'école. Elio ne fait que reproduire ce cycle naturel. À partir de tout type d'eau, le système va produire une eau extrêmement pure. Alors ça ressemble à ça, c'est ça, cette sphère? C'est une sphère puisque tout le principe de la distillation se passe à l'intérieur. Elle est forcément transparente, il faut laisser rentrer le soleil puisque c'est lui qui chauffe. Donc on a un système de tuyaux, de petites pompes qui vient mener donc l'eau à traiter. Du moment que la molécule d'H2O est présente, c'est elle qu'on va extraire. Et le fait que ça chauffe aussi à l'intérieur, on va détruire les germes et les bactéries puisqu'on atteint 100 degrés. Mais cette vapeur, elle va être récupérée à l'intérieur. Et sur les parois de la sphère, vous allez avoir un phénomène de condensation. Et cette condensation, en fait, la chimie de l'eau fait que c'est uniquement la molécule d'H2O. Donc de l'eau pure qu'on va récupérer par ruissellement sur les parois. Et au bas de la sphère, on va la remplir de cette eau pure. Ça a été pensé pour ça, pour faire une eau de grande qualité qui n'est pas impactée par le coût de l'énergie. C'est pensé pour durer plus de 30 ans. Et je crois que c'est une technologie qui s'exporte. Alors, c'est une technologie d'abord qui a été pensée pour les pays en stress hydrique. D'accord. Les premières ont été installées dans des déserts, notamment au Sultanat d'Oman, mais les suivantes, eh bien, elles vont être installées ici, chez nous, en France. Et alors, quels sont les fonds dont vous avez bénéficié pour développer Elio Water? Alors, pour développer Elio Water, d'abord, il y a eu à peu près 5 années de recherche et de développement. Donc, on a été bien aidé par la région Sud, sur une première phase qui a été une étude de faisabilité, une seconde aide de nouveau de la région Sud sur le prototype, et puis une troisième aide avec des fonds FEDER, donc des fonds européens mais gérés aussi par la région pour l'industrialisation du système. Voilà,
C'est donc ici que notre émission en Provence-Alpes-Côte d'Azur s'achève. On vient de voir grâce à tous ces beaux exemples combien l'Agence nationale de la cohésion des territoires est mobilisée, que ce soit via ses programmes ou par la politique de cohésion européenne, pour apporter son aide et son ingénierie aux acteurs qui œuvrent en faveur du développement économique. Rendez-vous très vite dans une nouvelle région de France pour découvrir encore plus d'actions au service des territoires. À bientôt!